Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion pompier veut tourner à droite. Dans ce contexte, A. Je passe. B. Je m'arrête et le laisse passer. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Il y a des catégories de véhicules. Et notamment les véhicules d'intérêt général prioritaire. Alors, quels sont ces véhicules ? Vous avez d'abord tout ce qui est unité hospitalière, comme le SAMU ou le SMUR. Vous avez ensuite tout ce qui est police et gendarmerie. Ça comprend aussi les douanes et les véhicules de transfert de détenus. Vous avez également les pompiers. Donc, toutes ces catégories de véhicules, lorsqu'elles sont en intervention, c'est-à-dire lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, ou leur deux temps, lorsqu'elles ont leur gyrophare allumé, elles sont prioritaires à toutes les intersections. Peu importe la signalisation. C'est-à-dire, même s'ils ont un feu rouge, ils sont prioritaires. Même s'ils ont un stop, ils sont prioritaires. Par exemple, alors on va se mettre en situation pour cet exemple-là. Là, on est sur notre voie et en face de nous, un véhicule de pompiers en intervention avec les gyrophares allumés veut tourner à droite. Dans cette intersection, le camion de pompier est un véhicule d'intérêt général prioritaire en intervention, alors je le laisse passer. Je m'arrête et je le laisse passer. La bonne réponse ici est la réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Question numéro 2. Ma voiture tombe en panne sur autoroute. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Oui réponse A, non réponse B. Alors, question très intéressante parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans ce cas précis. Alors, c'est quoi la procédure lorsqu'on tombe en panne sur autoroute ? Donc, lorsque vous tombez en panne sur autoroute, vous devez absolument le plus rapidement possible et en sécurité bien sûr, vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, bien sûr, mettre ses feux de détresse. Et une fois que c'est fait, c'est de sortir du véhicule, mais attention, du côté droit, c'est-à-dire du côté de la glissière de sécurité, pour pouvoir se mettre derrière la glissière de sécurité. Et donc une fois que vous êtes derrière la glissière de sécurité, là, vous pouvez appeler les secours ou un dépanneur, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui posent plein de questions. Alors, c'est normal, hein, j'ai pas mal d'élèves. Et la question principale que vous dites, c'est « Bah oui, mais si je tombe en panne sur la voie de gauche ?» Alors, je vais vous dire, c'est possible, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare ? Vous êtes sur autoroute à 130 km/h. Donc, si votre voiture tombe en panne, vous allez bien savoir qu'elle tombe en panne. Hein ? Par exemple, vous n'allez plus pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous allez le sentir. Donc, 130 km/h, vous allez avoir assez d'élan pour pouvoir rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Surtout, faites pas la bêtise de rester sur la voie de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est la mort assurée. Hein. Les gens, ils vont pas vous voir. Ils roulent à 130 km/h. Ils vont vous taper à 130 km/h. Hein. Donc, ne faites jamais ça. Ne restez jamais sur la voie de gauche ou la voie du milieu. Autre chose, il y a beaucoup d'élèves qui disent « Ben, t'as oublié un truc ?» Là, je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié, dites-moi. Il fait, t'as oublié le triangle de présignalisation. Il faut mettre le triangle de présignalisation. Eh bien, non. On est sur autoroute. Il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation
30 mètres en amont du véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement interdit de circuler à pied sur autoroute. C'est interdit. Hein. Donc on ne met jamais de triangle de présignalisation lorsqu'on est en panne sur autoroute. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A, non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Hein, donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision, en rouge. Dans cet angle mort, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 4. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. La voie à ma droite est réservée aux... Réponse A, camion. Réponse B, bus. Alors, tu peux remarquer que la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues épaisses. Donc, ces lignes discontinues épaisses viennent matérialiser la présence d'une voie qui est réservée. Alors ici, comment on peut savoir que cette voie est réservée au bus ? C'est simple, il y a un indice, il y a un arrêt de bus juste ici. Donc, effectivement, cette voie est réservée au bus. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A. Je dois d'abord m'arrêter. Réponse B. Je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question, je souhaite tourner à gauche immédiatement, je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Conduire dans un état de fatigue augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, comme le montre ce document que tu retrouveras dans la formation, la fatigue est par exemple responsable d'un tiers des accidents sur l'autoroute. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez bien. Ici, cette roue, elle a 5 écrous. Et il y en a un qui est différent des autres. C'est ce qu'on appelle un écrou anti-vol. Cet écrou anti-vol, il est fait pour pas qu'on puisse vous voler votre roue. Bon, attention à certains modèles de voitures où les roues coûtent excessivement cher, hein, parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont mettre des écrous anti-vol. Parce qu'en fait, pour pouvoir
desserrer cette écrou, il va vous falloir un adaptateur, c'est-à-dire une douille spéciale, comme je vous le montre ici. Alors, c'est très important parce que faites attention quand vous achetez une voiture, surtout une voiture d'occasion, d'accord, à bien demander à l'ancien propriétaire de vous donner l'adaptateur anti-vol ou la douille anti-vol, parce que sinon, ça va être très compliqué de changer votre roue. En général, en fait, il va falloir en racheter une autre. Donc ici, est-ce que ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. La consommation de cannabis entraîne une baisse de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre le document de la formation, la consommation de cannabis va avoir plusieurs effets, notamment bien sûr donc la baisse de la vigilance, mais également la diminution des facultés visuelles, une mauvaise coordination et aussi un état de somnolence avancé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis en période probatoire. Je suis actuellement en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on circule donc sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, comme le montre ce panneau. Cela veut dire que tu roules soit sur une route à chaussée séparée, soit sur une autoroute en zone urbaine. Donc, ici, comme tu es en probatoire, la vitesse maximale autorisée va être de 100 km/h. Or, si on regarde le compteur juste ici, on voit qu'on roule à 100 km/h. Donc, si je suis en probatoire, je ne suis pas en infraction. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment, en général, du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32
à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 14. Le niveau de liquide de frein baisse anormalement. Je fais donc l'appoint. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si votre niveau de liquide de frein baisse anormalement, il ne sert à rien de faire l'appoint. Vous avez vraisemblablement une fuite. Donc, dans ce cas-là, vous allez très rapidement chez un mécanicien. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Le constat amiable papier, réponse A, est obligatoire à bord du véhicule. Réponse B, doit être envoyé à l'assureur sous 5 jours. Alors, le constat amiable papier n'est pas obligatoire à bord du véhicule, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a accès donc à nos portables et donc l'application e-constat. Par contre, le constat amiable, si vous le remplissez, vous devez l'envoyer à votre assureur dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a 2 piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 17. L'éco-conduite permet de réduire la consommation en carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, tout d'abord, l'éco-conduite, c'est quoi? L'éco-conduite, c'est mettre en place des manières de conduire qui soient respectueuses de l'environnement. Alors, ça se réduit à quoi? Ça se réduit à des manières de conduire. Par exemple, alléger le véhicule, préparer son itinéraire, vérifier la pression des pneus, rouler moins vite, limiter la climatisation. Voilà, c'est comment est-ce que tu conduis? Quels sont ton comportement de conduite et tes habitudes de conduite? Donc effectivement, l'éco-conduite va permettre de réduire la consommation en carburant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je m'insère devant le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère derrière le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'accélération. Vous voyez bien qu'on a cédé le passage. Ici, le camion est devant moi et j'aurai pas le temps de pouvoir m'insérer devant lui. Là, on risque clairement l'accident, le choc. Donc ce que je fais, c'est que je laisse passer le camion et ensuite je m'insère derrière lui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 19. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A. Je suis en excès de vitesse. Réponse B. Je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans la formation, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Dans un tunnel, les diodes bleues permettent A. De repérer les niches de sécurité, B. D'éclairer la chaussée, C. D'estimer la distance de sécurité. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que dans un tunnel, les marquages au sol, notamment les lignes de rive, sont différentes que sur les routes et les autoroutes. Je m'explique. Regardons par exemple les lignes de rive sur route.
voyez, sur route, on a des lignes de rive de 3 mètres avec un espacement de 3,50 mètres. Sur les routes avec une chaussée séparée, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 20 mètres avec un espacement de 6 mètres. Et sur autoroute, on a des bandes d'arrêt d'urgence de 38 mètres avec un espacement de 14 mètres. Ces espacements nous permettent de calculer, ou en tout cas d'estimer, les distances de sécurité. Par contre, sur un tunnel, il n'y en a pas. Dans un tunnel, il n'y a pas ces lignes de rive, comme vous pouvez le remarquer sur la photo. Du coup, ils ont mis des diodes. Les diodes vont nous permettre en fait d'estimer la distance de sécurité. Et ici, une bonne distance de sécurité entre vous et le véhicule suivant est de 2 diodes. Donc dans un tunnel, il faut avoir une distance de sécurité de 2 diodes entre vous et le véhicule qui vous suit. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 22. Le GPS doit être programmé A. Avant le départ. B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran. D. Écouter les indications. Alors bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 23. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Une ceinture vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, une ceinture mal placée ou vrillée peut aggraver les blessures en cas d'accident. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Ce conducteur vient de se garer. Il doit poser un disque de stationnement sur son tableau de bord.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, ici on a plusieurs indices. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez qu'il est bleu. Donc s'il est bleu, ça veut dire qu'on est dans une zone de stationnement bleue, donc à durée limitée par disque. De plus, si vous regardez la signalisation verticale, on a ce panneau de fin de zone qui indique une fin de zone de stationnement limitée. Donc, comme c'est un panneau de fin de zone, c'est que, donc, avant ce panneau, on est dans une zone de stationnement limitée. Donc, ici, ce conducteur devra poser un disque bleu sur lequel il devra indiquer son heure d'arrivée sur son tableau de bord. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. J'actionne les clignotants. Réponse A. Au moment où je tourne. Réponse B. Avant de tourner. Si j'oublie mes clignotants, je risque. Réponse C. Un retrait de 3 points. Réponse D. Une contravention de 4e classe. Alors, dans le cas d'un changement de direction, j'actionne mes clignotants, bien sûr, avant de tourner, afin de prévenir les usagers qu'il y a derrière moi. Si j'oublie mes clignotants, qu'est-ce que je risque ? Oublier ces clignotants lors d'un changement de direction, c'est une contravention de 2e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 28. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. Le camion roule à faible allure. Réponse A. Je le dépasse par la droite. Réponse B. Je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mettre dans la voie de droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. L'organe du corps qui élimine majoritairement l'alcool est réponse A, le rein, réponse B, le foie. Cet organe élimine entre réponse C,
0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Réponse D, 0,25 à 1,5 g par litre de sang par heure. Alors, l'organe qui élimine majoritairement l'alcool est le foie. Il élimine 95% de l'alcool ingurgité. Il faut aussi savoir que tous les autres organes, en fait, permettent d'éliminer l'alcool. Que ce soit les poumons, la peau, tous les organes permettent d'éliminer l'alcool, mais seulement à 5%. Donc, l'organe qui élimine l'alcool majoritairement, c'est le foie. Cet organe élimine entre 0,1 à 0,15 g par litre de sang par heure. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 31. Ce panneau indique réponse A, un danger. Réponse B, une priorité à droite. Réponse C, une intersection. Réponse D, une priorité ponctuelle. Alors, tout d'abord, ce panneau, c'est un panneau triangulaire sur fond blanc avec un liseré rouge. C'est donc un panneau de danger. Alors, ce panneau de danger, il indique quoi? Il indique que vous avez la priorité à la prochaine intersection. Il indique donc qu'il va y avoir une intersection. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte, car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements, c'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation. Ça, c'est juste 1/20 de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Donc, je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement
pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Hein. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Hein. Donc, je vous incite vraiment hein, à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation. Si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi la distance d'arrêt, c'est quoi ? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule ? On la calcule très simplement. En fait, c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc, on multiplie 7 par lui-même. Donc, 7. Donc, ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Durant ma période probatoire, le taux d'alcoolémie maximale autorisé est de réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré.
Alors, il faut que tu saches que l'alcoolémie est exprimée en 2 unités, en grammes par litre de sang et en milligrammes par litre d'air. Comme le document que je te montre ici et que tu retrouveras dans la formation, pour un permis probatoire, le taux d'alcoolémie maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 35. Le risque le plus élevé étant réponse A, situation 1. Réponse B, situation 2. Alors, regardez bien là en situation 1. On voit donc qu'on arrive à une intersection. Le véhicule en face a un stop et il ne regarde pas la route. En situation 2, on a la même situation, sauf que le conducteur, lui, regarde l'autre conducteur. Donc, il a le regard vers l'autre conducteur. Donc, ici, la situation la plus à risque est la situation numéro 1. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, le marquage au sol ne nous empêche pas, disons, de dépasser. Mais on a juste, il y a juste une chose qui va nous empêcher ici de dépasser, c'est la visibilité. Hein, on voit pas ce qui se passe devant nous. Un véhicule pourrait venir en sens inverse à ce moment même. Donc, dans cette situation, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Pour dépasser un piéton hors agglomération, je m'écarte de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Hors agglomération, je dois m'écarter d'1,50 m lorsque je veux dépasser un usager vulnérable. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Rouler en vélo permet de réponse A, diminuer les émissions polluantes. Réponse B, réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La polyconsommation alcool médicaments augmente le risque d'accident. Oui réponse A, non réponse B. Alors oui, effectivement, mélanger les drogues et les médicaments vont augmenter le risque d'accident sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Lors d'un contrôle de police, je dois obligatoirement présenter le procès-verbal du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue plusieurs fois. Donc,
Vous n'êtes pas obligé de présenter le procès-verbal du contrôle technique. Par contre, vous devez présenter une preuve que le contrôle technique est bien valable, valide. Par exemple, en montrant la vignette du contrôle technique. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.